Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes et à tous. À nous de là du miroir ce soir avec Daniel Lago, il est polytechnicien, président de plusieurs grandes conférences internationales à l'UNESCO et créateur du prix Henri Poincaré. Il est fondateur aussi de l'ADIF, l'association d'études sur le droit international et la guerre. ADIF France, on va l'accueillir aujourd'hui autour d'un récit, d'un roman, on peut dire, un combat pour la paix. C'est un livre qui apporte un nouvel éclairage et des informations simples mais souvent peu connues sur le droit international et sur les guerres de notre époque, ainsi que des éléments de réflexion sur la condition humaine. Il est en direct dans les studios d'IDFM, je le remercie d'être avec nous. Bonsoir Daniel Lago. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous avez publié pas mal de livres aux éditions L'Harmattan, des livres qui ne sont pas des romans, et ça a commencé, je pense, en 2009 avec Justice ou Injustice internationale, en 2010 avec Quel droit international humanitaire pour les conflits armés actuels, en 2011 Le droit international et la guerre. Sous votre direction a été publié avec un collectif en 2012 Responsabilité de protéger et guerre humanitaire, le cas de la Libye, et en 2016 et 2017 Le droit international et les guerres de notre temps. 2016 et 2017, c'est le même livre avec un peu plus de... Non, c'est 2017, donc il y a un livre qui s'appelle donc Le droit international et les guerres de notre temps, qui a suivi un livre précédent, qui a repris un des livres que j'avais écrit précédemment, effectivement. Et là, vous allez nous parler, ce livre, c'est un roman, alors qu'il s'est refusé jusqu'à là tout engagement, un homme découvre l'amour et s'investit avec la femme qu'il aime à ses côtés, dans un combat pour le droit, la justice et la paix, au milieu des guerres de notre temps, depuis le lancement de la guerre en Irak en 2003 jusqu'aux événements des années 2010 en Libye, en Syrie, en Ukraine et aux journées qui ont suivi en France les attentats contre Charlie Hebdo. Vous commencez votre livre en pensant que vous êtes en 2020. Oui, j'ai voulu prendre un peu de recul, effectivement. Raconter ces choses-là avec un peu de recul. Décembre 2020, j'arrive au soir de ma vie. Le XXe siècle est maintenant de l'histoire ancienne et les événements que je vais évoquer ici sont eux-mêmes éloignés, mais en vérité on est en 2017 aujourd'hui, et vous allez un petit peu nous parler, puisque c'est un peu votre histoire aussi, ce livre, hein. Vous avez un peu combattu pour la paix en créant par exemple la DIF, etc. Et ce que j'aurais aimé peut-être, c'est ce qu'on trouve dans votre livre aussi, c'est de faire un inventaire de tous ces lois, je sais pas comment on peut dire, par exemple la déclaration de Saint-Pétersbourg en 1868, vous m'avez dit que c'était pas la première fois où on essayait entre États tout du moins pas de régler les problèmes, mais... Oui, la première convention importante qui cherchait à humaniser dans une certaine mesure les guerres, et la Convention de Genève, la première, 1864, qui a été établie par Henri Dunant à la suite des massacres qu'il avait vus de ses propres yeux lors de la bataille de Solferino en 1959, où il avait trouvé sur les champs de bataille tous les morts, les blessés qu'on laissait là mourir. Et donc la première Convention de Genève cherchait à protéger, à apporter des moyens de protection des combattants blessés, donc lors des guerres. Et la déclaration de Saint-Pétersbourg, 1864, a ensuite été le premier traité important entre États, cherchant à établir des règles de conduite dans la guerre elle-même. Quels moyens pouvait-on ou non utiliser pendant la guerre? Ça a été suivi, alors beaucoup plus tard, par les conventions de La Haye, de 1899 et 1907. Alors c'est une affaire intéressante parce que les conventions de La Haye, la convention internationale très importante, avaient comme premier but, je cite, d'apporter au peuple les bienfaits d'une paix réelle et durable. 1899-1907. En fait, elles n'ont pas réussi à atteindre cet objectif, mais elles ont conduit effectivement à des conventions qui ont été ratifiées par beaucoup de pays dans le monde, dont d'ailleurs les États-Unis, qui cherchaient donc à établir certaines règles dans la conduite de la guerre pour en limiter les calamités.
il y a eu d'ailleurs, juste une parenthèse, en 1901, c'est-à-dire après les premières conventions de La Haye de 1899, il y a eu une controverse. 1901, c'est l'année du premier prix Nobel de la paix. La controverse s'est établie entre des personnes comme Henri Dunant, qui lui était en faveur de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit international humanitaire. Droit international humanitaire a distingué des droits de l'homme en temps de paix. Le droit international humanitaire est un droit qui cherche à fixer des règles de conduite et à définir des actes interdits et des crimes de guerre pendant les guerres. Bon. Et en 1901, cette controverse a eu lieu entre donc les partisans du droit international humanitaire, essayer d'humaniser les guerres, et les pacifistes qui craignaient que tenter d'humaniser les guerres non seulement n'aboutisse pas à vraiment les humaniser, mais de plus contribue à légitimer les guerres. Et donc à l'encontre du but d'arriver à l'abolition de la guerre. Alors ça, il y a eu cette controverse en 1900, controverse qui est d'ailleurs toujours d'actualité. Alors une dernière chose intéressante avec la Convention de La Haye, donc les 1899 et 1907. Donc, alors à l'époque, les gens qui étaient en faveur de ces conventions, pensaient que humaniser d'une certaine façon la guerre, tenter d'humaniser les guerres, était une première étape vers l'abolition de la guerre comme méthode de solution des conflits, qui était le but ultime. Et alors, il y avait une troisième conférence de la paix qui était prévue en 1907. 1907, c'était la seconde. Une troisième conférence de la paix qui était prévue pour arriver à ce but. Et il y a eu la guerre de 14. L'abolition des armes de la guerre. Elle était prévue en 14. Voilà, exactement. J'y peux rien, c'est la réalité. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette convention de La Haye? Quelles étaient, par exemple, les choses que les États ne devaient plus faire, ou qu'est-ce qui Disons, c'était des conventions qui restaient d'ailleurs. Donc plus tard, il y aura les conventions de Genève, ce qu'on appelle les conventions de Genève 1949, et les protocoles additionnels de 1977 aux conventions de Genève. Et cette année, on fête leur 40e anniversaire, sur lequel je reviendrai. Bon, il y a un problème qui est valable dans tous les textes, qui est que on énonce des règles générales, mais qui restent imprécises. Par exemple, dans les conventions de La Haye, il y a une règle fondamentale qui est d'éviter de causer des maux superflus. Vous voyez que c'est quelque chose qui est difficile de savoir quand les torts qu'on cause à l'ennemi ou aux populations civiles aussi sont tout non superflus et chacun a son estimation. Les États-Unis avaient ratifié d'ailleurs les conventions de La Haye et quand il y a eu Hiroshima en 1907, ils ont déclaré que c'était effectivement, les pertes ci étaient très regrettables, mais qu'elles n'étaient pas. Alors, on y reviendra à propos de ce qui s'est passé des textes ultérieurs, mais qu'elles n'étaient pas excessives par rapport à l'avantage militaire qu'on attendait, et qu'elles n'étaient pas, donc les maux qui avaient été causés aux populations civiles à Hiroshima n'étaient pas superflus si on prenait en compte l'avantage qui, selon les États-Unis, était d'arrêter la guerre. Mais ça, il y a beaucoup de personnes qui disent que ça valait la peine de tuer du monde pour arrêter la guerre. Alors, c'est une thèse qui, vous le savez probablement, enfin c'est un sujet. C'est un sujet à part. Ouais. C'est un sujet à part, mais c'est une thèse qui, d'ailleurs, à laquelle s'opposent beaucoup d'historiens, qui considèrent qu'il y a les raisons de la capitulation du Japon sont d'abord l'entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Japon. Auparavant, l'Union soviétique s'était engagée à entrer en guerre contre le Japon vis-à-vis de ses alliés occidentaux. Elle s'était engagée à le faire dès que le régime nazi serait vaincu. Le régime nazi a été vaincu, et Hiroshima est venu après, quelques mois après, vous le savez. Et donc, c'est une thèse. Il y a d'autres thèses, mais enfin bon. C'est pas le sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que la CPI? La CPI, la Cour pénale internationale. Alors, elle a été créée quand, celle-là? 1998. C'est récent. Et entrée en fonction en 2002. Donc, Cour pénale internationale. Bon. Déjà, dans les traités dont je viens de vous parler, dont on vient de parler, essentiellement d'ailleurs dans les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, a été instaurée certaines formes de justice internationale. Par exemple, ce qu'on appelle la compétence universelle des tribunaux nationaux, excusez-moi. Compétence universelle des tribunaux nationaux en cas de crime de guerre. Donc ça, c'est inclus dans les conventions de Genève, pour un certain, et c'est inclus à nouveau dans les conventions de Genève pour un certain nombre de crimes, comme la torture et d'autres crimes, et c'est à nouveau inclus dans les protocoles additionnels de la Convention de Genève de 77 pour de nouveaux crimes, par exemple pour
il s'agit des protocoles de 77, donc interdisent, considèrent comme crimes de guerre des attaques qui pourraient causer des dommages, des pertes civiles incidentes qui seraient excessives par rapport à l'avantage militaire direct et concret attendu. Oui, mais comment savoir si c'était excessif? Hiroshima, c'était pas excessif. Hein. Ça, Hiroshima, il y avait pas encore ces textes-là. Il y avait des textes encore plus vagues à l'époque. Ça, c'est 77. Attendez. 77, crimes de guerre, et crimes de guerre, normalement, donc c'est soumis à la compétence universelle des tribunaux nationaux. Alors, les conventions de Genève de 49 ont été ratifiées par tous les pays, ce qui n'est pas le cas des protocoles additionnels de 77, qui n'ont pas été ratifiés par un certain nombre de pays comme les États-Unis ou autres, ou qui ont été ratifiés par certains pays comme la France d'ailleurs, avec des réserves importantes. Et par exemple, la question que vous avez posée est intéressante parce que quand y a-t-il crimes de guerre? Quand on bombarde. Alors je vous dis, le texte qui est adopté aujourd'hui dans le protocole, qui n'a pas été ratifié par tout le monde, il y a crime de guerre si une attaque a été lancée en sachant qu'elle causera des pertes civiles incidentes excessives par rapport à l'avantage militaire direct et concret attendu. Oui, c'est déjà assez vague et soumet à pas mal d'interprétations. Sous la pression des pays occidentaux, cette règle-là a été diminuée, a été restreinte dans le statut de la Cour pénale internationale, où les crimes de guerre, il y a crime de guerre si une attaque est menée en sachant qu'elle causera des pertes civiles incidentes, je cite, qui seraient manifestement excessives par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire direct et concret attendu. Alors cette notion d'ensemble, donc qui serait manifestement, qui a été ajoutée, et cette notion d'ensemble. La notion d'ensemble est une notion importante parce que certains pays interprètent le mot attaque non pas comme un bombardement particulier, on bombarde là, mais comme un ensemble d'opérations militaires plus ou moins étendues dans l'espace ou le temps. Et à ce moment-là, l'ensemble de l'avantage militaire attendu d'une attaque serait l'ensemble de l'avantage qui peut inclure de vaincre l'ennemi, de reconquérir une région, de éliminer une organisation supposée dite terroriste, etc., etc. Et donc le problème se pose si vous prenez les cas récents avec la Syrie, les cas récents à Alep Est, lorsque l'armée syrienne avec l'aide donc de la Russie a repris le contrôle d'Alep Est. Ça c'était et puis se posait à nouveau à Mossoul et à Raqqa avec les bombardements de la coalition internationale menés par les États-Unis. Quand il y a eu, y compris à Mossoul et à Raqqa, il y a eu beaucoup de pertes civiles. Combien? C'est très difficile. Moi, je m'avancerai pas là-dessus, mais il y en a eu, mais c'est clair qu'il y en a eu beaucoup, probablement plus qu'à Alep. À Alep Est, ça a été plus rapide à Alep Est. L'armée syrienne et la Russie ont réussi à venir en bout rapidement, en partie parce que les insurgés à Alep Est étaient pas d'accord entre eux. Il y avait plusieurs factions qui se battaient entre elles. Alors que avec tout le mal qu'on peut penser de l'État islamique, de l'organisation Daesh, c'était une organisation où ils avaient une foi qui leur permettait de combattre, qui leur a permis d'une part de commettre des crimes abominables, mais qui leur a aussi permis de résister longtemps. Alors, cette Cour pénale internationale, elle confie souvent aux tribunaux nationaux les affaires, hein. Elle s'en occupe pas, elle les confie finalement. Attendez, d'abord, la Cour pénale internationale ne peut pas tout faire. Oui. Ne peut pas tout faire. Il y a des restrictions assez fortes. Bon, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais il y a des restrictions assez fortes dans son action. D'abord, parce que tous les pays n'y ont pas adhéré. Il y a actuellement 122 pays sur 193 États dans le monde qui y ont adhéré. Les États-Unis, entre autres, n'y ont pas adhéré. Et donc, elle ne peut pas tout faire. Et alors, ce que vous dites au sujet des tribunaux nationaux est vrai, c'est-à-dire que la Cour pénale nationale affirme qu'elle n'intervient qu'en second ressort. Elle intervient si les tribunaux nationaux n'interviennent pas. Alors là, il se pose d'ailleurs une question plus subtile qui est discutée par les spécialistes, sur lesquels les gens ne sont pas d'accord. Il y a plusieurs interprétations. Est-ce que les tribunaux nationaux des pays qui ont adhéré à la Cour pénale nationale ont autorité pour poursuivre des crimes de leurs propres nationaux, ou peuvent appliquer une compétence universelle plus générale vis-à-vis des responsables de crimes commis ailleurs dans le monde. Et c'est une affaire qui n'est pas claire dans le statut. Alors si
les tribunaux nationaux n'agissent pas, la Cour pénale internationale est supposée agir dans les cas les plus graves. Alors, le problème que vous savez de la Cour pénale internationale, c'est que jusqu'à présent, pour différentes raisons, c'est que ces poursuites ont été unilatérales. C'est-à-dire n'ont été poursuivis que des gens de pays. Par exemple, si vous prenez le cas de la Libye, 2011, sur lequel on reviendra probablement plus en détail, je pense, c'est un cas, enfin, je vais en dire quelques mots quand même. 2011, guerre en Libye. Guerre en Libye, le Conseil de sécurité a saisi, ce qui est une de ses fonctions éventuelles, a saisi la Cour pénale internationale de tous les crimes commis pendant la guerre en Libye. Pendant la guerre en Libye, des crimes ont été commis des deux côtés, aussi bien du côté du régime Kadhafi que du côté des insurgés avec l'aide occidentale, avec l'aide des bombardements occidentaux. Bon, jusqu'à présent, les seuls qui ont été sur lesquels la Cour pénale internationale a souhaité agir, ceux qui ont été commis d'un côté, sur du côté des alliés des pays occidentaux. Aucune poursuite de l'autre côté. La même chose d'ailleurs en Côte d'Ivoire. En 2011, il y a eu une autre guerre où la France a renversé le régime de Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire. C'était à la suite d'événements qui avaient lieu à la suite d'élections contestées. Mais en l'occurrence, le Conseil d'Israël avait aussi saisi la CPI pour juger responsable de tous les crimes. Jusqu'à présent, les responsables ont été poursuivis seulement d'un côté. Alors, on interroge, moi-même et d'autres, depuis des années. Le procureur a répondu, on commence par les uns, on verra ensuite pour les autres. C'était en 2011, on attend toujours. Il n'y a pas de poursuite de l'autre côté. Bien qu'en principe, il pourrait le faire. Il pourrait le faire parce que la CPI pourrait le faire parce qu'elle a été saisie par le Conseil de sécurité. Donc là, c'est un des cas où elle peut agir sans problème. Alors la dernière chose, juste avant la pause musicale, on a parlé de 1864, la conférence de Genève, mais en 1863, le président Lincoln avait fait le code Liébert, c'est ça, pour la guerre de sécession. C'est-à-dire que déjà à cette époque-là, il y avait alors ça, les États-Unis. Alors dans ce qu'on appelle donc le droit international humanitaire, c'est-à-dire d'essayer d'établir des règles de conduite dans la guerre pour les humaniser entre guillemets, si on peut dire. Si tant est qu'on peut humaniser la guerre, effectivement, en 1803, pendant la guerre de sécession, le code de président Lincoln avait fait admettre donc des instructions aux armées des États-Unis d'Amérique, des règles de conduite qu'elles devaient respecter, et les États-Unis avaient été des précurseurs donc dans ce qu'on appelle le droit international humanitaire à l'époque. Bon, c'était loin d'être parfait, hein. Il y avait beaucoup de choses déjà une sur bonne lesquelles il y aurait beaucoup à dire, mais il y avait des choses, par exemple, la torture était interdite. 1863, la torture était interdite à l'époque par le président Lincoln. Qu'est-ce qu'il en est à notre époque? Mais ça, on répondra pas. Hein. On va faire une pause. On se retrouve tout de suite après. C'est Paul West, Paul West, le dernier CD, la dernière musique de Michel Jonas que vous pouvez retrouver en concert un peu partout, je pense. Il est un peu partout, je ne sais pas, cherchez-le. Cette musique s'appelait Le Millénaire et je trouve qu'elle va très bien avec cette émission, avec Daniel Lago pour son combat pour la paix, qui est un récit aux éditions France Empire. C'est quand même, on va quand même parler, votre livre, ça se lit comme un roman, c'est un homme qui à 60 ans découvre l'amour, qui se dit que les dieux sont jaloux du bonheur des hommes, il se demande aussi comment s'aimer et être heureux en restant à l'écoute des tragédies dans le monde et du malheur d'autrui, enfin des autres, et il crée une association donc avec la femme de sa vie, et puis je vous laisse peut-être en dire un peu plus. Oui, donc je vous remercie. Oui, bien donc avec la femme qu'il aime à ses côtés, il s'engage dans un combat pour la paix, un combat pour pour essayer de résoudre les problèmes du monde, de s'intéresser aux affaires du monde. Et c'est un combat qui est très difficile. Ça commence dans l'enthousiasme. En particulier, il commence en 2003. En 2003, ça va encore. Enfin bon. En 2003, il y a eu la guerre en Irak. On sait ce qui s'est passé. Chirac qui s'est opposé à la guerre en Irak. Il y avait un large consensus en France dans ce sens, et donc ils se sont engagés là-dedans avec enthousiasme. Ils ont commencé à organiser des conférences, essayer de réunir les uns et les autres pour essayer de réunir des juristes, des représentants d'organisations humanitaires et des personnalités diverses pour arriver à faire des propositions
pour arriver effectivement à tenter de résoudre tant bien que mal, contribuer en tout cas un petit peu à la solution des problèmes de notre monde, en particulier des problèmes des guerres. Ça s'est passé. Bon, alors déjà, il y a une série de tensions qui ont commencé à arriver, de frictions et de tensions dans les années 2000, et puis ça s'est aggravé dans les années 2010 avec la guerre en Libye puis en Syrie. Alors la guerre en Libye, il faut se souvenir, nous sommes en 2011, Sarkozy lance la guerre en Libye. C'est une guerre qui est autorisée par le Conseil de sécurité, avec abstention de la Russie et de la Chine. Elle est autorisée pour protéger les populations, mais pas pour renverser le régime Kadhafi. Et elle demande un cessez-le-feu et négociation. Kadhafi a dit accepter, qu'il acceptait, donc il savait qu'il pourrait pas résister devant les attaques occidentales. Et les pays occidentaux ont décidé de continuer jusqu'au bout. Alors, il faut savoir que la guerre en Libye est quelque chose que les gens ne savent pas d'ailleurs en général, mais elle a été lancée au départ, c'est ce que les gens croient encore de nos jours, et les gens croient qu'il y avait des massacres généralisés de la population civile de la part du régime Kadhafi. Bon, ce qui est faux, on le sait aujourd'hui, on le sait de toutes sources, il y a pas d'équivoque là-dessus. Comme il n'y avait pas d'armes bizarres en Irak. Il n'y avait pas d'armes cachées en Irak non plus. Il n'y avait pas d'armes. Ce qu'on reprochait à Kadhafi, c'est des massacres généralisés de la population, et donc il fallait protéger les populations. Massacre généralisé n'avait pas lieu. Il y avait des violations des droits d'homme qui étaient dénoncées depuis de longues années par les organisations humanitaires. Mais les massacres généralisés, il y a eu un rapport du Parlement britannique en 2015 qui dit effectivement que c'était faux, comme ça a été faux en 2003. Les armes de l'Irak, c'était faux en 2003. Et en Syrie alors? Alors donc ça c'était 2011. C'était la Libye. Simplement pour terminer avec la Libye, nous étions une toute petite minorité pour protester contre la guerre en Libye, surtout de la manière dont elle a été menée, c'est-à-dire jusqu'au boutiste. Refus de négociation, élimination Kadhafi, et on connaît les magnifiques résultats qui ont suivi. Alors la guerre en Syrie, c'est différent, parce que la guerre en Syrie, bon, il faudra attendre encore pour faire un bilan exact. Elle n'est pas finie. Non, elle n'est pas finie, mais il est clair que beaucoup trop de crimes ont été commis, en particulier de la part du régime syrien. Cela dit, la question qui s'est posée en Syrie, comme elle s'est posée d'ailleurs en Libye, mais encore plus en Syrie, c'est la question, fallait-il favoriser la guerre, comme la France l'a fait? La France, sous le régime Hollande, président Hollande, a favorisé la guerre en Libye en livrant des armes aux insurgés et en favorisant la guerre sous prétexte qu'il fallait éliminer le président syrien en place. Alors, maintenant, tout le monde est convaincu que ça a été une catastrophe. Mais ça pose d'ailleurs une question de fond, qui est en partie discutée dans le livre, et c'est une question qui a beaucoup tourmenté l'homme. L'homme dans mon livre, l'homme et la femme au début étaient tous les deux sur la même longueur d'onde, tous les deux enthousiastes. Puis à mesure que le temps passait, alors que la femme restait très solide, l'homme devenait de plus en plus anxieux et ne tenait pas le coup, parce que non seulement il ne tenait pas le coup à cause des tragédies dans le monde, mais comme il s'y intéressait directement, il en souffrait, mais aussi parce qu'il est difficile de savoir ce qu'il faut faire. Fallait-il négocier en Syrie ou pas? Les organisations humanitaires, en Libye comme en Syrie, ont implicitement ou explicitement favorisé la guerre. C'était des régimes qui, selon les organisations humanitaires, étaient épouvantables. C'est vrai que c'est des régimes qui ont commis beaucoup trop de crimes, en particulier le régime syrien. Ça dit, est-ce que ça veut dire qu'il ne fallait pas négocier? En 2012, première conférence de Genève, 2014, deuxième conférence de Genève, début 2014, les deux conférences échouent parce que les insurgés, les pays occidentaux et sous vendent leurs armes, ils préfèrent vendre leurs armes que vendre la paix. Ils préfèrent vendre leurs armes que vendre la paix. On peut se poser la question. En tout cas, l'idée, vous savez, à l'époque, on disait à propos du régime syrien, la chute du régime est inéluctable, donc pourquoi négocier? Et ils pensaient ils avaient beaucoup de raisons. Bon, il y a des ventes d'armes, il y a aussi le fait qu'ils pensaient que c'était une raison de reprendre un contrôle total de cette région du monde, comme ça avait déjà été l'idée des États-Unis avec la guerre en Irak. Bon, et la question, donc c'est une question réelle, à partir de quand doit-on intervenir militairement contre un pays quand des crimes y sont commis? Ou quand faut-il, au contraire, accepter de négocier, même si des crimes ont été commis? C'est une question qui reste d'actualité aujourd'hui et où il n'y a pas de réponse simple. Il est clair, aujourd'hui, après des années d'immenses tragédies,
qui sont en partie dues au fait qu'on n'a pas voulu négocier à l'époque. Ça a entraîné toutes les tragédies qu'on sait de la guerre, ça a entraîné le développement des groupes islamistes extrémistes avec toutes les conséquences que nous savons, qui sont très largement la conséquence des guerres en Libye et en Syrie. Donc, ça dit, la question reste posée à partir de... Et elle est posée encore aujourd'hui, puisque la France accepte maintenant de négocier avec le régime syrien. Mais en revanche, le président Macron, par exemple, dit des choses contradictoires. Par exemple, le président Macron a d'une part dénoncé, je cite, l'interventionnisme moral intempestif, fermez les guillemets, de ses deux prédécesseurs. Il a dénoncé, mais en même temps qu'on interroge sur le régime syrien, il dit Bachar al-Assad, le président syrien donc actuel, est un criminel qui devra répondre de ses crimes. Ah ben justement, ça va être la question que je vais poser. Comment lutter contre l'impunité des crimes commis par les États-Unis, par exemple, depuis les 60 ans qui se sont écoulés depuis 1945, ou n'importe quel chef d'État ou n'importe quel... Qui est responsable des guerres, finalement ? Quand la Cour pénale se prononce, elle se prononce. Elle est supposée poursuivre les responsables des crimes les plus graves. Et qui sont les responsables dans ces cas-là ? Les chefs d'État, qui sont les responsables ? Eh bien, là, écoutez, ça c'est pas moi qui décide, ni vous, c'est la Cour pénale internationale. Mais sa tendance, dans certains cas... Mais ils ont l'immunité, hein. Il y a une immunité pour les chefs d'État. Oui, alors non. Dans le statut de la Cour pénale internationale, il n'y a pas d'immunité pour les chefs d'État. L'immunité des chefs d'État est une notion qui est controversée. C'est-à-dire, certains sont pour, certains sont contre, et on ne sait pas ce que ça, on ne sait pas. Alors, il y a une autre question. Alors, normalement, la Cour pénale internationale aurait dû poursuivre, effectivement, le président des États-Unis. Alors, à sa décharge, dans le cas des États-Unis, elle ne pouvait pas vraiment le faire parce que les États-Unis n'ont pas adhéré à la Cour. Ben voilà. Donc, elle n'a pas le droit de poursuivre les responsables d'États qui n'ont pas adhéré à la Cour. Ben c'est pratique. Qui n'y ont pas adhéré. Donc, en revanche, elle aurait pu poursuivre les responsables d'autres crimes, et comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'a jamais poursuivi, alors qu'elle aurait pu le faire, poursuivi les responsables, je vais citer l'exemple de la Libye et de la Côte d'Ivoire, les responsables de crimes commis par des alliés des pays occidentaux, dont la France. Alors, par exemple, il y a aussi la responsabilité des scientifiques, de ceux qui créent ces nouvelles armes, par exemple, et puis aussi les lanceurs d'alerte. Vous parlez dans votre livre du suicide de David Kelly. Oui, David Kelly, c'est à propos donc un propos des événements, vous le savez, en Angleterre, de Royaume-Uni, hein, et donc qui s'est suicidé parce que il était dans une impasse et on n'écoutait pas, il était dans une impasse. Alors les lanceurs d'alerte jouent un rôle extrêmement important dans le monde. On le sait aujourd'hui, heureusement, il y en a beaucoup qui ont le courage donc de lancer des alertes. Parfois, ça leur cause des torts, ça leur cause un tort direct. Ils ne peuvent pas, ils sont mis à l'écart, ils ne peuvent pas s'exprimer. Alors maintenant, parmi les scientifiques dont vous parlez, et parmi les lanceurs d'alerte, il y en a qui concernent, il y a en particulier cette association américaine, Concerned Scientists, qui est composée en grande partie de prix Nobel. Pugwash, non, c'est lesquels? C'est Pugwash? Non, Pugwash, c'est une association internationale, mais oui, ce que vous dites, non, tout à fait vrai. Pugwash est une association internationale. Le nom Pugwash, en vérité, le vrai nom, c'est les conférences sur la science et les affaires du monde, qui ont été créées à la suite du manifeste de Russell-Einstein de 1957 et qui a été créé en 1959 par Bertrand Russell et Joseph Rotblat. Joseph Rotblat est le seul scientifique qui s'est retiré. Vous savez, il y a eu le programme de fabrication de la bombe aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Rotblat est le seul qui s'en est retiré. Et qui a eu dès le moment où il est apparu que les nazis étaient vaincus, enfin que les nazis en tout cas n'avaient plus les moyens de fabriquer la bombe. Donc il a estimé qu'il fallait tout arrêter pour le bien de l'humanité. Il n'a pas été suivi et on est aujourd'hui donc avec des armes nucléaires partout dans le monde, un nombre de têtes nucléaires partout dans le monde, ce qui pose un problème colossal. Les armes nucléaires sont un problème extrême, sont un problème dont les gens ne sont pas conscients. Et c'est dommage. C'est une des graves menaces. Dans mon livre, l'homme devient de plus en plus conscient anxieux de ce qui se passe, et de plus en plus pessimiste, à la fois à cause des guerres, la guerre en Libye et en Syrie, et à cause des problèmes de fond de l'humanité, les problèmes du réchauffement climatique, dont l'homme parlait déjà à l'époque. Depuis, il y a eu la conférence de Paris et il y a eu des progrès partiels qui sont loin d'être suffisants.
Enfin, il y a eu des progrès, et il y avait le problème d'armes nucléaires. Il y a des armes nucléaires partout dans le monde. Il peut y avoir un déclenchement des armes nucléaires, soit par suite d'un enchaînement de circonstances dont les uns et les autres perdront le contrôle. Soit par C'était le cas de la guerre de 1914. Un enchaînement de circonstances, personne ne la voulait en 14. Oui, mais c'était pas appuyer sur un bouton. Là, c'est encore pire parce qu'il peut y avoir aussi une défaillance technique d'un appareil. Et il peut aussi y avoir des possibilités d'accidents. Il y a des précautions qui sont prises, mais on n'est pas à l'abri d'accidents. Et ben justement, ça nous amène sur la cyberguerre. La cyberguerre qui, à l'époque, n'était pas prévue. Cette cyberguerre qui peut se trouver simplement dans des ordinateurs où on va aller modifier, je sais pas, un programme de centrale nucléaire ou avec les drones. Exact. Donc cette cyberguerre, il y a rien d'écrit dans les textes. Elle est pas, il y a encore rien d'écrit. Mais écoutez, actuellement, les règles, il y a des règles, on parlait tout à l'heure du droit international humanitaire, d'essayer d'humaniser la guerre et d'introduire des règles dans la conduite de la guerre. Jusqu'à présent, ces textes-là s'appliquent à la cyberguerre. C'est-à-dire la cyberguerre, on n'a pas le droit de provoquer avec des méthodes de cyberguerre, enfin avec des méthodes des méthodes cyber, on n'a pas le droit de provoquer des événements qui provoqueraient des pertes civiles incidentes, par exemple en intervenant sur des centrales, des centrales qui règlent notre vie à tous, et aussi sur les centrales nucléaires, bien entendu, y compris civiles. On n'a pas le droit, en théorie, de provoquer des pertes civiles qui seraient sont excessives ou manifestement excessives, s'il n'y a plus personne pour réagir après... Il n'y a pas pour l'instant, ce sont des règles générales qui s'y appliquent, mais il est évident que les cyberguerres posent de nouveaux problèmes sur lesquels les gens commencent à réfléchir. Donc votre héros, enfin le monsieur dans le livre que vous appelez L'Homme, a vraiment un sentiment d'impuissance qui commence à l'envahir. Et alors, est-ce qu'on en parle tout de suite du Doomsday Clock? Parce que ça, c'est un... Le Doomsday Clock, oui, on peut en parler, oui. C'est une des choses qui le hante. Il y a donc cette organisation américaine qui est composée c'est pas Pugwash, mais c'est notre organisation qui est composée de nombreux prix lauréats du prix Nobel, une organisation scientifique, qui a établi en particulier une Doomsday, qui dénonce les dangers qui menacent l'humanité, que ce soit les dangers provenant du dérèglement climatique, que ce soit le danger venant des armes nucléaires ou le danger venant des nouvelles technologies, donc y compris la cyberguerre. En 47, c'est ça? L'association a été créée en 1945. Oui, c'est exact. Donc c'est pas récent, hein? Non, c'est pas récent. Et elle a établi ce qu'elle appelle une Doomsday Clock, ou horloge de l'apocalypse, et qui on dit ça en rigolant, mais c'est pas drôle. Combien de temps il nous reste à vivre avant la catastrophe finale? Voilà. Alors cette horloge de l'apocalypse, elle indiquait en 2014 5 minutes avant minuit. Oui. Valeur autour de laquelle elle avait oscillé depuis sa création en 1947, avec de brèves périodes plus optimistes, après le traité de non-prolifération de 68 ou la fin de la guerre froide. Elle indiquait en début 2015, 3 minutes avant minuit, elle était revenue donc au niveau de 84, en pleine guerre froide. Je peux vous dire le niveau aujourd'hui? Non, j'ose pas l'entendre. Aujourd'hui, c'est 2 minutes et demie. Ouais, j'ose pas l'entendre. 2 minutes et demie. Non, mais il y a effectivement, il y a des dangers très graves. Alors on a deux attitudes possibles, et c'est là où l'homme et la femme, dans mon livre, se séparent par rapport à toutes ces guerres, savoir par rapport aux dangers qui menacent l'humanité. L'homme devient de plus en plus pessimiste, et ce qui le conduira à sa perte, à une dépression et à sa perte, alors que la femme, elle, conserve l'espoir. Elle a la foi. Elle a la foi, la femme, on peut dire. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et donc, cette horloge de l'apocalypse, c'est marqué sur un site, ou comment vous trouvez ça? Oui. Doomsday Clock, ou horloge de l'apocalypse. Si vous cherchez sur Google, vous allez le trouver tout de suite. Hein. Oui. Bon. Eh ben, on va parler d'amour peut-être un peu en attendant, hein, puisque votre roman, c'est quand même une histoire d'amour. C'est parti. Sont inutiles. Les heures passées sans amour sont inutiles. Toujours le CD de Michel Jonas, Paul West, avec les heures passées
sans amour sont inutiles. C'est bien ce qu'on était en train de se dire après cette horloge de l'Apocalypse avec Daniel Lago, Un combat pour la paix. Je vais lire quand même une partie de son livre où il nous dit qu'il y a deux France. La France est, dit-on, la patrie des droits de l'homme, mais il y a deux France, donc celle qui s'est battue pour les idéaux de liberté et de progrès et qui a fait l'admiration du monde, et celle des expéditions et des guerres coloniales, celle qui a sa part de responsabilité dans la Première Guerre mondiale, que les progressistes comme Jaurès assassinés n'ont pu éviter. Donc c'est vrai que la France, elle est en même temps va-t-en-guerre et en même temps elle avait dit non à un moment et maintenant elle y va droit. Mais on va peut-être parler un peu de l'amnistie. Comme vous dites, une guerre en général, ça se termine par... Oui, alors il y a le problème de l'amnistie à la fin des guerres. Alors les guerres souvent se terminent donc par un traité par la paix. Donc un traité, soit il y a un pays qui est entièrement vaincu et donc on n'en parle plus, et à ce moment-là les vaincus sont poursuivis comme des criminels, etc., etc. Soit beaucoup de guerres se terminent par un accord de paix. Et les accords de paix incluent en général l'amnistie pour les responsables des crimes qui ont pu être commis. La guerre d'Algérie s'est terminée par une amnistie générale. Donc on ne peut pas poursuivre. On ne poursuit personne. Beaucoup de gens, pendant la guerre d'Algérie, il y a eu beaucoup de crimes de guerre des deux côtés, hein, aussi bien du côté du Front de libération nationale algérien que du côté de l'armée française. L'armée française, de 58 à 62, c'était De Gaulle qui était le responsable direct, le chef des armées. Donc, selon les règles actuelles, par exemple, de la Cour pénale internationale, De Gaulle aurait pu être poursuivi devant la Cour pénale internationale si elle avait existé à l'époque. Parce qu'il a quand même cautionné d'une certaine façon, et je dis pas qu'il a été directement responsable, hein, mais il a cautionné d'une certaine façon, et la tendance de la Cour pénale nationale est de poursuivre. Bon, il y a eu amnistie pour tout le monde. Il y a d'autres conflits qui se sont terminés par des amnisties. Par exemple, le conflit entre l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, et le Royaume-Uni, s'est terminé par des accords de paix on ne poursuit personne. Mais est-ce qu'il faut, alors justement, c'est un cas, est-ce qu'il faut poursuivre ou pas? C'est une question difficile, la question d'amnistie. Les organisations humanitaires ont tendance à considérer, sont contre l'amnistie, en particulier pour les principaux responsables au niveau le plus élevé. Elles sont contre l'amnistie parce qu'elles estiment que c'est trop facile. Elles estiment qu'on doit rendre justice aux victimes. Pour ça, il faut poursuivre les responsables, premièrement. Et deuxièmement, si on ne poursuit pas les responsables, ça encouragera d'autres futurs criminels à agir. Bon. Mais donc ça, c'est un point de vue. Et il y a le point de vue contraire que sans amnistie, il est plus difficile d'arriver à la fin de la guerre. Et puis, par exemple, pour le Rwanda, comment ça s'est terminé, le Rwanda? Le Rwanda. Au Rwanda, la question est encore un peu plus compliquée parce qu'il y a eu aussi des cours locales qui ont des cours de justice et réconciliation qui pour les criminels les moins graves, enfin pour les criminels de base, si j'ose dire, qui n'ont pas été donc parce qu'au Rwanda il y en a eu énormément de gens qui ont commis des crimes, hein. Ça a été épouvantable. Hein. Pendant une période de quelques semaines, il y a eu des centaines de milliers de morts de personnes qui ont été tuées. Aussi bien des enfants, des Tutsis que des Hutus dits modérés, etc. Donc c'est en revanche au Rwanda devraient être poursuivis les principaux responsables, mais beaucoup ont été. D'ailleurs, la France, il y a un problème avec la France et le Rwanda actuellement à ce sujet-là. Enfin, ça serait peut-être aller trop loin. Donc, alors le problème de l'amnistie se pose aujourd'hui à propos de la guerre en Syrie, puisque on peut se poser la question. Il y a négociation de paix actuellement en Syrie. Négociations de paix nous disent que d'un côté, il doit y avoir des élections sous contrôle international, avec une instance de transition où figureront des éléments de l'opposition. Donc, élections sous contrôle international doit avoir lieu. Alors, question, est-ce que le président syrien actuel pourra ou non se présenter à ces élections sous contrôle international, ou doit-il être déféré devant la Cour pénale internationale? Oui, c'est comme le fait de vouloir absolument amener la démocratie dans tous les pays. C'est-à-dire que tout le monde ressemble à l'Amérique ou à... Donc c'est un problème réel qui n'est pas facile. Moi, je crois quand même que si on veut la paix, il faut accepter certaines... On est obligé de mettre un peu... de pas faire n'importe quoi. Donc, si on veut la paix, en particulier en Syrie, parce que la paix en Syrie n'est pas garantie, hein.
Les gens sont concentrés contre l'État islamique. Donc là, la guerre entre les autres insurgés et le régime syrien s'est calmée, mais elle risque de reprendre maintenant que l'État islamique est vaincu. Donc il faudra voir ce que ça va donner. Oui, donc dans ce livre qui part quand même de 2000, on avait dit 2003 à 2015, en ce qui concerne les gaz, ils ont été gâtés, il y en a eu beaucoup. Il y a énormément de guerres qu'on a vécues, qu'on a vécues. Oui. On les a pas vécues, mais on les a... On en a entendu parler, donc on peut pas penser que la planète est vraiment sans conflit nulle part. C'est d'ailleurs une bonne question. Est-ce qu'on peut espérer la fin des guerres? Alors j'ai cité tout à l'heure, dans une première partie de cette interview, j'ai cité le cas des conférences de La Haye de 1899-1907, dont le but principal était d'arriver à l'abolition de la guerre comme méthode de solution du conflit, et qui finalement a conduit à la guerre, et finalement ça a été la guerre de 14. Est-ce que justement, alors est-ce qu'on peut penser que cette planète un jour ensuite, Seconde Guerre mondiale, 1945, la grande déclaration de la Charte des Nations Unies, nous, peuple des Nations Unies, résolus à éviter aux générations futures le fléau de la guerre qui, par 2 fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, etc., etc. Et puis, ça n'a pas arrêté les guerres. Les guerres ont toujours lieu, bien qu'elles aient en partie changé de nature, mais il y a toujours des guerres. Donc c'est une question réelle qui se pose. Ce que vous dites dans votre livre aussi, c'est quand même que les guerres, ça tuait des militaires, enfin des gens qui partaient au combat. Maintenant, la guerre, ça tue surtout des civils. Alors, c'est une bonne question. Effectivement, guerre en 14, il y a eu beaucoup de civils qui ont souffert, effectivement, mais la nette majorité des morts ont été des combattants pendant la guerre de 14. Bien. Seconde Guerre mondiale, c'est très mitigé. Beaucoup plus c'est le nombre de civils qui sont morts est effroyable, c'est des dizaines de millions. Mais il y a aussi énormément de combattants qui ont été morts, qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas après la Seconde Guerre mondiale, la tendance a été que les morts étaient surtout des civils. 90% des civils. Ça a été une tendance qu'on a vue pendant très longtemps. Il faut mieux être combattant dans les guerres que civil, on a plus de chances de s'en sortir. Alors, cela dit, il faut rajouter quand même une chose, la situation a évolué récemment. Si vous prenez les guerres des années 2010, en Libye et en Syrie, ce n'est pas vrai. En Libye, la majorité des morts ont été des combattants, de très loin. Et en Syrie, l'opposition elle-même, l'OSDH, l'Organisation syrienne de droits de l'homme, qui est liée à l'opposition, en gros, parle de 3 tiers. Je simplifie, mais elle parle de 3 tiers. 1 tiers des morts sont des combattants du côté de l'armée syrienne, du régime syrien et de ses alliés, des combattants donc du régime syrien. 1 tiers sont des morts du côté des insurgés des différents groupes de l'opposition, et 1 tiers seulement sont des civils, dont une partie est due à l'opposition, et probablement la majeure partie est due au régime syrien. Mais vous voyez, c'est 2 tiers, 1 tiers. Alors, ce sont des chiffres qui sont contestés, et ce sont des chiffres qui sont... De toute façon, on ne pourra jamais savoir. Mais le fait est que cette idée que que ce qui était vrai depuis la Seconde Guerre mondiale pendant très longtemps n'est plus vraiment vrai aujourd'hui. Même avec les drones? Oui, même avec les drones, oui. Parce que les drones, ça fait des sacrés dégâts quand même. Ça fait des sacrés dégâts. Mais je vous dis, en Syrie, quel que soit, il y a plusieurs chiffres qui sont donnés des morts en Syrie, mais la plupart, que ça soit d'un côté ou de l'autre, arrivent à cette même conclusion. 3 tiers, mais 2 tiers de combattants, soit du régime, soit d'opposition, 1 tiers de civils. Alors c'est beaucoup trop, c'est affreux. C'est beaucoup trop. Même que ce soit des combattants qui meurent, déjà. Mais simplement, c'est pour dire que, malgré tout, il y a cette évolution qui fait que on n'est plus tout à fait dans des guerres où c'est surtout où c'est à 90% des civils. Donc, c'est plus le cas. Oui, donc dans votre livre, dans un style sobre et sans parti pris, ce livre est aussi une émouvante histoire d'amour, mais il apporte un nouvel éclairage et des informations simples, mais souvent peu connues sur le droit international et sur les guerres de notre époque, ainsi que les éléments de réflexion sur la condition humaine. Je peux vous dire quelques mots sur la condition humaine? Oui, allons-y. Ben oui, parmi j'ai pas le temps de dire grand-chose évidemment, mais parmi les éléments de réflexion, il y a
Il y a effectivement, il y a une phrase que j'avais citée en exergue du livre, que je cite dans le livre: les dieux sont jaloux du bonheur des hommes et se vengent. Alors bon, ce n'est pas c'est une notion de l'Antiquité grecque. Hérodote en parle au VIe siècle avant Jésus-Christ. Épicure plus tard d'ailleurs s'est opposé à cette notion que les dieux seraient jaloux et se vengeraient des hommes, mais c'est quand même une notion qui est restée très longtemps. Et alors c'est une notion qui a beaucoup inquiété l'homme, et c'est une notion qui s'applique qu'il voit s'appliquer dans deux cas. D'abord le bonheur des peuples et le bonheur des individus eux-mêmes. Alors le bonheur des peuples, on a vu dans l'histoire récente, on a vu à plusieurs reprises des cas où tout semblait se passer raisonnablement bien dans un pays. Dans l'ex-Yougoslavie, a priori, tout allait bien. Il y avait tout allait bien. Il y avait des mariages mixtes, tout allait bien. Et puis brusquement, ça éclate. Et les gens assassinent, ils se tuent entre eux, les uns assassinent les autres. Au Rwanda, n'en parlons pas. Oui. Tout allait. Il y avait un climat. Il y avait eu des tensions évidemment, mais le climat était apaisé. Et puis brusquement, on a vu ce qu'on a vu au Rwanda, etc. Et donc, c'est pas évidemment, on peut trouver des raisons objectives, essayer de comprendre à quoi c'est dû, mais philosophiquement, ce que ça inspire à l'homme, effectivement, du point de vue philosophique, c'est que les dieux, finalement, n'acceptent pas le bonheur des hommes et se vengent en instillant parmi les peuples la discorde, les éléments de discorde qui poussent les uns et les autres à se combattre. Et au niveau individuel, alors ce qui s'est passé dans le livre, c'est que l'homme était réticent à s'engager, que ce soit dans les affaires du monde ou même à titre individuel dans une relation d'amour. Parce qu'il était inquiet, il se disait, un engagement, où est-ce que ça va mener? Et peut-être qu'il vaut mieux rester en dehors. Puis c'est plus pratique. Et quand alors ils ont eu une période avec la femme, d'abord une période d'amour total, etc. Mais déjà à l'époque, il se posait la question, est-ce que ça va durer? Est-ce que les dieux vont être jaloux de notre bonheur, de lui et donc de la femme? Et si oui, comment vont-ils se venger? Eh bien, ils se sont finalement vengés en instillant dans l'homme et la femme le désir de s'engager dans les affaires du monde, qui va conduire l'homme à sa perte, parce qu'il ne va pas supporter. Il va pas supporter, et puis ils vont pas rentrer en guerre vraiment tous les deux, mais quelque part, ça va s'arrêter faute de combattants, on est d'accord. Leur histoire, elle s'arrête parce que lui, il peut plus combattre. Oui, exact. Alors, Un combat pour la paix, c'est publié à France Empire. Vous vous appelez Daniel Lago, L-A-G-O-T, et vous avez publié énormément chez l'Harmattan. Je voudrais préciser une chose à propos de ce livre. Les personnes qui seraient intéressées peuvent en trouver une version numérique gratuite en allant sur le site de la DIF, adifinfo.com. Ah oui, on n'a pas trop parlé de la DIF, on aurait dû en parler un peu plus. Ne vous inquiétez pas. La DIF, donc l'Association d'études sur le droit international et la guerre. Vous tapez France, oui, vous êtes toujours dedans. Oui, oui, je suis le président de cette association. Ouais, Et sur le site web, c'est adifinfo, on a ce mot, adifinfo.com. Et sur ce site, on peut télécharger sur n'importe quel support numérique, une version gratuitement, une version de ce livre. Alors, comment faire pour que les dieux ne soient plus jaloux des hommes? Pour que les dieux ne soient plus jaloux des hommes et faire que finalement, ils soient aussi heureux que nous. Ça sera peut-être la prochaine émission. Oui. Je vous remercie beaucoup, Daniel Lago. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.